Elle pleurait la première fois que je l'ai rencontrée, assise en tailleur dans le couloir à l'extérieur d'un séminaire, ses genoux repliés dans un tailleur beige strict qui ne lui allait pas encore tout à fait. L'écran de son ordinateur portable était fissuré. Elle venait de perdre son stage et disait entre deux brèves respirations colériques, « Si un autre fils à papa me passe devant pour réussir, je vais péter les plombs. » J'aurais dû passer mon chemin, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai acheté un nouvel ordinateur portable 2 jours plus tard. C'est comme ça que tout a commencé, un MacBook cassé et une jolie jeune femme furieuse de 26 ans qui me regardait comme si j'étais la première personne à l'écouter vraiment. J'avais 43 ans à l'époque, discrètement retraité après la vente de ma deuxième entreprise, faisant principalement du travail de conseil. Pas d'enfant, pas d'épouse, un appartement haussmannien que je n'avais pas décoré et un agenda que je ne remplissais pas. Elle l'a rempli très vite. Elle s'appelait Élise et elle vénérait l'ambition comme une religion. Elle avait ses petits post-it pointus collés partout dans son minuscule studio, citations, listes, idées de futurs bureaux. La première fois que j'en ai vu un qui disait le PDG avant 35 ans, j'ai souri. La deuxième fois, j'ai payé ses frais de scolarité. Elle a dit que ce n'était pas de la charité, mais un partenariat. Je n'investissais pas en elle, j'investissais en nous. C'était le mot qu'elle utilisait, nous. Tu crois en moi plus que quiconque, disait-elle, les yeux grands ouverts, son verre de Bordeaux tremblant légèrement dans sa main. Et quand je réussirai, je t'emmènerai au sommet avec moi. Alors, j'ai payé l'exécutive MBA, le programme d'accélérateur à Paris, la retraite de leadership stratégique à Genève. J'ai réglé la note pour un appartement à 2 rues de son campus, un loft moderne avec une de ces machines à expresso ridicules qui coûte plus cher que ma première voiture. Elle disait que c'était important pour le réseautage. Et vous savez quoi? Je l'ai cru. En fait, je croyais tout. Que nous bâtissions un avenir. Que sa gratitude signifiait quelque chose de réel. Que la façon dont elle se blottissait contre moi les dimanches matins n'était pas seulement du confort, mais de la loyauté. Je n'étais pas naïf. J'ai juste choisi de ne pas remettre les choses en question, car lorsque quelqu'un vous dit qu'il ne peut pas y arriver sans vous, vous voulez le croire. Elle revenait de chacun de ses voyages rayonnantes. Les investisseurs ont adoré mon pitch, disait-elle en se blottissant contre moi. J'étais la seule femme dans la pièce, et je les ai écrasés. J'hochais la tête, rayonnant, lui disant à quel point j'étais fier. Et à chaque fois, elle chuchotait, attends juste. Tu verras quand mon entreprise décollera, tu seras le premier nom dans mon histoire. C'est drôle, quand quelqu'un dit qu'il va changer le monde, on ne s'attend pas à être la première chose qu'il efface. 6 ans. C'est la durée pendant laquelle j'ai payé. Estimation approximative, près de 400 000 €. Je ne tenais pas de grands livres au début. Et je ne lui ai jamais demandé de signer quoi que ce soit. Pourquoi l'aurais-je fait? On ne demande pas à quelqu'un qu'on aime de signer des reçus pour ses rêves. La 3e année, j'avais abandonné l'appartement du centre-ville pour emménager dans une location plus calme de l'autre côté de la Seine, à Boulogne. Moins de bruit, plus d'espace pour qu'elle puisse se concentrer. Elle disait que le trajet était symbolique. Tu me donnes la liberté. Et quand elle a été acceptée dans le programme de mentorat de son cabinet de rêve, elle l'a redit. C'est grâce à toi que je suis là. Tu es ma fondation. Alors, j'ai continué d'être la fondation. Calme, stable, solidaire. Elle gérait le champagne et les lancements de start-up. Je gérais les déclarations d'impôts et les approbations de prêts immobiliers. Et chaque fois qu'elle publiait une mise à jour glamour en ligne, elle et un client sur un yacht, elle intervenant lors d'un panel technologique, je cliquais sur j'aime et tapais, toujours fier de toi. La plupart d'entre vous qui lisez ceci voient probablement déjà où cela mène. Mais ne faites pas encore défiler la page. Croyez-moi, ça ne va pas là où vous le pensez. Et si vous avez vécu quelque chose d'aussi vaguement similaire, si vous avez été le sponsor silencieux, l'investisseur de l'ombre, l'homme que quelqu'un n'a vu qu'après avoir obtenu ce qu'il voulait, faites-moi une faveur, cliquez sur ce bouton s'abonner. Vous seriez surpris de voir combien d'entre nous sont là, silencieux comme des tombes, à observer jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. Quoi qu'il en soit, il y avait des signes. Avec le recul, ils n'étaient même pas subtils, comme la façon dont elle a cessé de me présenter comme son partenaire pour commencer à dire un ami proche. Ou comment elle oubliait de m'inviter au cocktail parce que c'est un petit endroit et ce ne sont que des investisseurs en capital risque, pas des conjoints. Je me souviens d'une nuit où elle est rentrée tard d'une after party sur un toit terrasse, portant un blazer de créateur emprunté.
Ses joues étaient rouges, ses yeux vitreux. Tout va bien, ai-je demandé. Elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais un golden retriever et a dit, tu es si bon pour moi. J'aimerais juste pouvoir trouver une version de toi plus jeune. Cela aurait dû être mon signal. Mais au lieu de partir, j'ai demandé si elle avait faim. Je lui ai fait des œufs. Je me suis dit qu'elle était juste fatiguée. Parce que quand quelqu'un vous dit que vous êtes la raison de son succès, vous oubliez de vous demander ce qui se passe quand il décide qu'il a assez réussi pour vous laisser derrière. Et elle l'a fait juste après le plus grand moment de sa vie. Mais nous y viendrons, je le promets. Elle a renversé la moitié de son café sur la table quand l'appel est arrivé. J'essuyais mes lunettes, pensant à l'engrais pour la pelouse, quand elle a hurlé et a failli renverser la cafetière à piston. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Oui. J'accepte, criait-elle dans son téléphone, faisant les 100 pas comme une PDG qui avait déjà le bureau d'angle. J'ai levé les yeux et lui ai adressé un sourire confus. Tout va bien? Elle ne m'a pas entendu ou a fait semblant de ne pas m'entendre. Quand elle a finalement raccroché, elle a tourné sur elle-même et s'est jetée dans mes bras comme si elle n'avait pas mentalement déménagé il y a 3 mois. Ils m'ont offert le poste. Le poste. Salaire de départ à 6 chiffres, package de relocalisation. Autonomie totale. Je l'ai fait. Elle a saisi mes joues, m'a embrassé fort, puis a dansé dans la cuisine comme une candidate de jeu télévisé. Je suis resté là, tenant toujours la cuillère à sucre. C'est incroyable, ai-je dit. Je savais que tu l'aurais. Bien sûr qu'elle l'aurait. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. Et je paie toujours. Nous sommes allés dîner ce soir-là. Son idée, un nouvel endroit élégant qui faisait payer le pain et avait des œuvres d'art si abstraites qu'elles ressemblaient à des erreurs d'imprimante. Elle portait une robe en soie noire qui bougeait à peine quand elle bougeait. Je me souviens de la façon dont ses boucles d'oreilles scintillaient sous la lumière suspendue. Je me souviens de la façon dont son ton a changé avec le 2e verre de vin. Elle ne célébrait pas. Elle répétait son texte. Nous avons traversé tellement de choses ensemble, a-t-elle commencé. Ça ressemblait à une oraison funèbre. Tu as vraiment été incroyable. Mieux que ce que je méritais. J'ai cligné des yeux. D'accord. Elle a tendu la main à travers la table et a touché la mienne. Pas affectueusement, plus comme un patron rassurant un stagiaire avant de le licencier. Mais la vérité est que j'entre dans une ligue différente maintenant. De nouveaux cercles. Je vais voyager constamment, élaborer des stratégies avec des gens qui, eh bien, tu sais, opèrent à un niveau différent. Je souriais encore à moitié, attendant la chute. Tu es trop petit pour le monde dans lequel je m'apprête à entrer, a-t-elle dit, calme, rodée comme si elle résiliait un vieil abonnement à la salle de sport. Je ne me souviens pas avoir posé ma fourchette. Je me souviens du couteau à pain. Il était encore taché de beurre et je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Je veux divorcer, a-t-elle ajouté en prenant une autre gorgée de vin. Ne le prends pas personnellement, d'accord? Juste un ajustement trimestriel du portefeuille. J'ai besoin de quelqu'un de plus vif, de statut plus élevé, quelqu'un qui peut être mon miroir dans une pièce. Tu comprends? J'ai hoché la tête. Ou peut-être pas. Je crois que mon cou a juste lâché. Alors quoi? Tu me quittes parce que ton titre LinkedIn a changé? Elle a eu un petit rire doux. Ne réduis pas ça à ça. C'est une évolution et j'ai besoin d'un partenaire qui reflète cela. Je n'ai rien dit parce que dites-vous quand quelqu'un rebaptise toute votre existence comme une phase qu'il a dépassée? Elle a attrapé l'addition comme si c'était une formalité. Je l'ai laissé payer. Pourquoi pas? Elle avait déjà encaissé tout le reste. Sur le chemin du retour, elle fredonnait un air de jazz qu'elle n'aimait même pas avant son pivot exécutif. À l'appartement, elle m'a tendu une petite enveloppe craft avec quelques papiers qu'elle avait préparés. Pas de pression, examine juste quand tu seras prêt. Gardons les choses matures, d'accord? Mature, comme une circoncision d'adulte. Je suis parti ce soir-là, pas en faisant une scène, pas même avec colère, juste une immobilité étrange comme si j'avais été largué en pleine orbite et que je n'avais pas encore réalisé que je dérivais. De retour à la location de l'autre côté de la Seine, je me suis tenu dans la cuisine, fixant le tableau en liège rempli de ces notes de start-up, de listes d'investisseurs, d'affirmations, toutes financées par moi, toutes déjà non pertinentes. Elle avait passé le niveau supérieur et laissé le tutoriel derrière elle. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé,
ce qui m'a fait m'asseoir et commencer enfin à ouvrir des dossiers sur mon vieux bureau, c'est que je ne l'avais pas construite pour être intouchable. Je l'avais construite pour être traçable. Et elle venait de me donner toutes les raisons de le prouver. J'ai fait mes bagages en silence. Pas de cris, pas de lampe jetée, pas même un commentaire sarcastique. J'ai juste plié des vêtements dans la même valise que j'utilisais pour transporter ces classeurs marketing aux réunions de présentation. Drôle, à l'époque, elle m'appelait son arme secrète. Maintenant, j'étais juste un excédent de bagages. Elle est rentrée à mi-chemin. Elle n'a même pas demandé où j'allais. Elle a juste flotté à travers la porte avec des talons qui coûtaient plus cher qu'un voyage d'un week-end. Parlant au téléphone à quelqu'un nommé Bastien d'une fête de lancement sur un toit. Elle a regardé mon placard à moitié vide et a dit, « Si tu as besoin d'aide pour la logistique du stockage, mon assistant peut s'en occuper. » Puis elle a fermé la porte pour prendre son appel en paix. Je n'ai pas répondu. J'ai juste roulé le dernier de ses sweats à capuche griffée start-up et je les ai laissés sur le lit. Elle adorait ses sweats, disait qu'il lui donnait l'air d'une vraie disruptrice, quoi que cela puisse vouloir dire. Au moment où je suis parti, elle avait déjà commencé à recevoir sa foule de la nouvelle ère dans l'appartement que j'avais payé 2 ans à l'avance. La même cave à vin que j'avais installée pour célébrer son premier discours était maintenant un bruit de fond pour son rire flirteur et son jazz doux. J'ai vu les photos en ligne. Elle ne m'a pas bloqué. Elle ne pensait probablement pas devoir le faire. Je n'étais pas une menace. J'étais de l'histoire ancienne. Les fins peuvent être gracieuses, a-t-elle dit à un ami commun qui ne savait pas mieux faire que de me le répéter. Certaines personnes occupent simplement l'espace jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires. C'est la maturité. Elle a dit ça avec un visage impassible à propos de l'homme qui avait sauté sa propre année sabbatique pour qu'elle puisse assister à un sommet FinTech à Zurich. Elle a même posté une photo d'elle portant un toast avec un jeune cadre. Légende, au nouveau chapitre et aux ruptures nettes. Rupture nette. C'était sa phrase préférée pour ça. Comme si nous partagions une note de barre. Pas 6 ans où elle a grimpé sur mes épaules pour atteindre chaque échelon de sa carrière. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté. Je ne l'ai pas contredite. Elle a pris cela pour une clôture. Son avocat a envoyé un email au ton chaleureux. Ma cliente est désireuse de garder les choses amicales et efficaces. Elle apprécie votre générosité et espère procéder rapidement avec un minimum de stress pour les 2 parties. Rapidement? Minimum de stress? Bien sûr. Ils ont demandé une liste d'actifs, une liste douce et informelle. Juste ce que j'avais personnellement acquis pendant le mariage. J'ai souri en lisant cette ligne. Personnellement acquis. Apparemment, l'appartement ne compte pas puisque l'acte est à son nom, dit-elle. Peu importe à qui appartient l'argent qui a tracé chaque euro sur le virement bancaire ou que je sois toujours celui qui est inscrit sur l'assurance du syndic de copropriété. Petit détail. Ensuite, il y avait ces dépenses professionnelles étiquetées sous dépenses indépendantes. Comme si les vols internationaux, le conseil en images de marque, les forfaits de coaching et les garde-robes de créateurs n'avaient pas tous été acheminés via ma ligne de crédit professionnel. Comme si je n'avais pas absorbé tous les risques fiscaux pour qu'elle puisse se pavaner dans chaque gala de réseautage comme si elle y avait sa place. Son avocat n'en avait aucune idée. Pas encore. Elle lui a dit, il a toujours été juste. Il voudra aussi une rupture nette. Il sait à quel point cela compte pour moi. Oh, je savais. Elle pensait que je partirais de la même manière que j'étais entré dans sa vie. Tranquillement, commodément. Tout comme au début, elle pensait que je me plierais comme une fondation et disparaîtrais sous l'empire qu'elle avait construit sur moi. Mais le truc avec les fondations, quand elles bougent, tout se fissure. Alors, je l'ai laissé jouer l'hôtesse, j'ai laissé ses amis rire dans mon ancienne cuisine, je l'ai laissé sortir avec un garçon en or d'une grande école qui pensait probablement que son entreprise était autofinancée. Je l'ai laissé se regarder dans le miroir et voir une femme qui avait dépassé ses racines. Et tout ce temps, je n'ai rien dit parce qu'on ne peut pas combattre une tempête tant qu'elle est encore en train de se former. Vous attendez qu'il pense que le soleil est sorti, puis vous arrachez le toit. Elle a supposé que le silence signifiait la reddition. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait le calcul. La location dans laquelle j'ai emménagé était petite, calme et sentait vaguement le cèdre et la résignation. Pas d'art sur les murs, juste une table pliante, une cafetière et une étagère poussiéreuse contenant des titres qu'elle avait autrefois qualifiés de non pertinents pour le leadership moderne. Parfait.
Je n'avais pas besoin d'inspiration. J'avais besoin de silence. Un espace où rien ne bougeait à moins que je ne lui dise de le faire. Alors, je me suis assis à cette table un soir, j'ai ouvert mon vieux Lenovo, l'en fiable, et j'ai sorti 6 endossements numériques, de reçus, de virements bancaires, de factures que j'avais autrefois classées comme soutien. Je n'ai pas bronché. Pas quand j'ai vu la séance de coaching à 19 860 € étiquetée alignement spirituel de la marque. Pas au dîner de réseautage à 6 300 € à Rome avec exactement 0 contact de suivi. Pas même quand je suis tombé sur les notes Lydia qu'elle avait clairement oublié être publique, yacht privé avec MB le visage du garçon français envoyant un baiser. Évasion le week-end. Il ne se doute de rien, bisous. Et mon préféré, thérapie au champagne sponsorisé, visage souriant, argent avec des ailes. Je n'ai pas ragé, je n'ai pas crié. J'ai commencé à organiser soigneusement comme un auditeur fiscal avec une vendetta personnelle. J'ai acheté des dossiers, de vrais dossiers cartonnés, étiquetés chacun par année, catégorie et événements, éducation, 142 000 €, logement, 82 500 €, garde-robe professionnelle, 11 300 € et plus. Voyage et opportunités de développement international, au nord de 60 000 €. Chaque poste avait maintenant un horodatage. Chaque dépense une catégorie. Chaque luxe facturé à la vie d'un homme qu'elle avait déjà supprimé de son récit. Je n'ai pas commencé avec un plan pour le tribunal. J'ai commencé par une question simple. Que se passerait-il si je la traitais comme un client que je devais lâcher? Et c'est là que je l'ai trouvé, enterré dans les PDF qu'elle m'avait envoyés pour révision lors de son intégration au cabinet de conseil. À l'époque, je me souviens qu'elle disait, signe juste ce truc de vérification d'antécédents standards. Il cherche surtout des responsabilités financières. Elle n'a pas réalisé que j'avais réellement lu la clause à la page 19. Une déclaration de conduite morale. Plus précisément, toutes les embauches au niveau exécutif doivent faire preuve d'intégrité personnelle et professionnelle au cours des 5 dernières années. Le défaut de divulguer des relations matérielles ou des fausses déclarations lors d'arrangements financiers antérieurs peut entraîner la révocation immédiate de l'offre. Elle avait laissé cette partie non cochée. À l'époque, je me souviens avoir dit, tu te listes comme autofinancé? Elle a haussé les épaules. Ça sonne mieux. Personne ne veut entendre que le petit ami a joué au mécène. Elle ne l'a jamais mis à jour. Jamais clarifié la vérité. Elle a même signé une déclaration sur l'honneur de conformité. J'avais la copie horodatée dans ma boîte de réception. Alors, je l'ai imprimée, j'ai surligné la clause, je l'ai étiquetée pièce A. Ensuite, j'ai commencé à creuser plus profondément, non pas par méchanceté, mais par précision. J'ai parcouru de vieux disques partagés, récupéré des albums de sauvegarde iCloud auxquels elle avait oublié que j'avais accès, et trouvé des séries de photos de sa retraite intensive de leadership à Capri. Retraite intéressante étant donné que j'ai compté 4 hommes torse nus dans chaque cadre, dont aucun n'était animateur. Sur une photo particulièrement révélatrice, elle est au bord de la piscine avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle, la main posée dangereusement près d'un territoire qui n'avait rien à voir avec le team building. Légende, développement client, visage souriant avec des cornes, verre à cocktail. Une autre étiquetée, l'atelier se termine à midi. Le vrai travail commence. Visage narquois. J'ai construit un sous-dossier, risque réputationnel. 8 gigaoctets de photos, de messages privés et de chevauchements d'itinéraires qui brossaient un tableau très clair de ce que ces voyages de réseautage impliquaient réellement. Certains horodatage chevauchaient même des phases d'entretien clés pour son nouveau travail. C'est ce qui m'a donné l'idée de coupler chaque photo avec ces événements de calendrier. Certains d'entre eux avaient des fuseaux horaires conflictuels. D'autres montraient des réservations consécutives impossibles à moins qu'elle n'ait un appareil de téléportation ou un clone. Quoi qu'il en soit, sa crédibilité était grillée. Ensuite, j'ai vérifié les sources de financement et c'est là que tout a cliqué. La plupart des transactions les plus importantes étaient passées par un compte de fiducie que j'avais créé il y a des années. Un compte dont elle ne réalisait pas qu'il était toujours enregistré sous mon conseil juridique. Chaque paiement de scolarité, chaque allocation de logement, chaque vol remboursé acheminé via mes dossiers fiscaux, pas les siens, les miens. Je n'étais pas son sponsor. J'étais son directeur financier silencieux. Et si elle était intelligente, elle l'aurait listé. Mais elle ne l'a pas fait. Ce qui signifiait qu'au moment où je remettrais ce dossier, son offre d'emploi serait nulle. Pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de ce qu'elle a prétendu ne pas avoir fait. C'était le jeu maintenant.
Pas la vengeance, pas la rancune, juste la vérité. Une vérité propre, chronologique, indiscutable. Et la satisfaction tranquille de savoir qu'elle n'avait aucune idée que je construisais la seule chose dont elle ne pourrait pas se sortir par la parole. Elle a posté la photo 2 minutes après minuit. Une flûte de champagne dans une main. La ligne d'horizon de la ville derrière elle. Une jambe légèrement levée comme si elle venait d'être emportée dans une fin hollywoodienne. La légende disait, première semaine en tant que partenaire stratégique, vue sur les toits. Reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidé à arriver ici. Bouteille avec bouchon qui saute, étincelle. Je l'ai regardée depuis ma table de cuisine dans la location. Même endroit. J'avais trié les reçus. Même siège. J'avais mangé des restes de spaghettis pour la 3e nuit consécutive. J'ai fixé son petit demi-sourire suffisant et j'ai pensé, tu penses vraiment que c'est ton tour d'honneur? N'est-ce pas? Les commentaires ont afflué comme si elle était de la royauté. Reine iconique. Tu mérites tout ça. Tu as construit cette vie sans aumône. Respect. Épouse-moi déjà, visage avec des larmes de joie. Le dernier venait d'un type nommé Maxime. Elle avait l'habitude de se plaindre de son haleine lors des tables rondes. Apparemment, sa bouche s'est améliorée au moment où je n'étais plus dans le tableau. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé. J'ai juste téléchargé l'image et l'ai ajoutée à un nouveau dossier, récit contre preuve. Puis j'ai ouvert ma boîte de réception et trouvé la ligne d'objet que j'attendais. Pétition pour examen de la prestation compensatoire, réponse urgente demandée. Son avocat avait enfin appuyé sur la gâchette. Le fichier joint utilisait des phrases comme travail émotionnel et investissement conjugal non rémunéré. Il y avait même une section où il citait le bilan psychologique lors de décisions commerciales à haut stress. La meilleure partie, ils ont inclus des captures d'écran de ses anciens SMS, ceux où elle me remerciait de croire en elle pendant ses moments les plus bas comme preuve que j'avais accepté de soutenir son style de vie à long terme. Mon style de vie avait apparemment été un astérisque. Il y avait aussi un formulaire de divulgation financière demandé, soigneusement formaté avec des cases à cocher pour les actifs, les revenus, la croissance future prévue. Elle avait coché presque toutes les cases de son côté comme non applicable ou avoir privé LLC. Elle supposait que les miens seraient ouverts comme ils l'avaient toujours été. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait effacer l'ardoise et me facturer le savon. Je ne me suis pas fâché. J'ai souri. J'ai vraiment souri, imprimé l'email, l'ai glissé dans le dossier numéro 4, positionnement juridique. Puis j'ai appelé mon avocat. Je n'ai pas eu grand-chose à expliquer. Elle avait été avec moi pendant les années de financement. Regardez-moi payer pour des programmes de mentorat qui n'étaient guère plus que des retraites Instagram. Regardez-moi ajouter Élise au plan d'assurance, aux listes de contacts d'urgence et aux comptes d'entreprise, le tout discrètement, le tout de bonne foi. Et maintenant, cette même femme avait le culot de demander une pension alimentaire en plus. Quand je lui ai parlé du dossier, mon avocat a fait une pause. À quel point sommes-nous détaillés? Chronologique avec des annotations, ai-je dit. J'ai même codé par couleur les chevauchements du fonds de dotation. Une autre pause, puis un petit rire. D'accord, alors nous ne nous précipiterons pas, laissons-la entrer dans cette salle d'audience en pensant qu'elle a déjà gagné. Et c'est exactement ce qu'Élise a fait. Elle a continué à publier, a continué à parader comme si elle avait échappé à la gravité. Ses stories étaient remplies de photos d'événements, d'amuse-gueule fantaisistes, d'activations de marques, de verres tintants au-dessus de centres de table que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre sans moi. Elle a emménagé dans une tour. Elle a légendé, enfin, un endroit qui correspond à mon énergie. Elle a oublié la partie où les papiers du prêt me mentionnaient toujours comme garant parce que je l'avais aidé à postuler à l'époque où son score de crédit ne lui permettait pas d'obtenir une carte de bibliothèque. L'ironie ne m'a pas échappé. Combien de ces victoires soi-disant indépendantes ont été financées sur le dos de mon anonymat? C'était la beauté de la chose. Elle pensait que le silence signifiait la reddition. Pensait que l'absence signifiait l'effacement. Elle n'a pas remarqué les petits caractères. N'a pas lu les documents de prêt assez attentivement pour réaliser qui avait signé la 2e page. N'a pas vérifié les numéros de routage. N'a pas réalisé que son dossier de promotion incluait une clause d'intégrité personnelle parce que qui lit ça? Certainement pas quelqu'un qui croit que les règles ne s'appliquent pas à lui. Et ainsi elle a marché en avant, les talons claquant avec confiance vers une salle d'audience qu'elle croyait déjà être la sienne. Elle marchait vers une célébration. J'entrais avec un dossier.
Et c'était la différence. Les fissures n'ont pas commencé par un coup d'éclat. Elles ont commencé par un brunch. Dimanche matin, l'un des partenaires juniors de son cabinet, un gamin nommé Thibaut, à peine 30 ans, une mâchoire de pub pour shampoing, a posté un boomerang sur Instagram. Juste un tintement rapide de verre de mimosa, une vue floue sur les toits. Élise riant trop fort pour si tôt dans la journée. La plupart des gens ont vu un post mignon et décontracté. Mais pas tout le monde. L'un des clients du cabinet, un gars de la vieille école aux lignes dures et à la mémoire plus acérée, a remarqué autre chose. La main de Thibaut reposait sur sa cuisse. La sienne ne l'enlevait pas. Ce même jour, quelqu'un des RH l'a appelé. Nous avons beaucoup de regards sur votre présence publique ces derniers temps. Juste un examen optique standard pour les profils en voie de partenariat. Nous aurons besoin de quelques documents d'antécédents d'ici vendredi. Ça ne devrait pas prendre plus d'une minute ou deux. Elle leur a dit, bien sûr, rien à craindre. Sa voix n'a pas craqué. Mais elle a ouvert le vin tôt ce jour-là. Puis vint la deuxième tape, cette fois de la conformité. Et Élise, petit suivi. Nous effectuons un audit rétroactif sur les divulgations des partenaires. Juste la routine. Pourriez-vous envoyer votre répartition des revenus sur 5 ans, l'historique de votre entreprise autofinancée et toute déclaration de soutien de partenariats antérieurs? Aussi, pour l'acte de propriété de l'appartement, le service juridique veut confirmer qu'il n'y a pas de privilège en attente ou de réclamation de tiers. C'était le moment où elle s'est arrêtée. L'appartement, celui qu'elle venait de finir de redécorer en ivoire et chrome. Celui qu'elle appelait son trône. L'acte était à son nom. Oui, mais l'hypothèque, la souscription, la garantie de sécurité. Tout moi. Voyez-vous, à l'époque où elle postulait, elle n'atteignait pas le seuil de revenu du cabinet seul. La banque avait besoin d'une signature secondaire. Elle m'a demandé de signer juste pour passer l'approbation. Elle a dit que je pourrais me retirer une fois son salaire validé. Elle ne l'a jamais fait. Son nom est sur le titre, mais je possède la dette. Et devinez qui la banque contacte quand une vérification d'antécédents est signalée? Pendant ce temps, j'étais assis dans ma location avec un tableur ouvert faisant correspondre les postes de ses anciennes demandes de remboursement à mes déclarations fiscales professionnelles. Saviez-vous que si quelqu'un classe mal un voyage personnel comme professionnel sur votre identifiant fiscal et prétend ensuite l'avoir autofinancé, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel si c'est déposé sous des documents d'emploi sous serment. Je savais qu'elle ne le savait pas. La meilleure partie, elle postait toujours, souriait toujours lors des tables rondes, taguait toujours self-made sous chaque photo. Pendant ce temps, son avocat a discrètement demandé un appel téléphonique avec le mien. Juste quelques clarifications. Le mien a refusé. Nous clarifierons au tribunal. 3 nuits avant l'audience, elle m'a envoyé un email directement. Ligne d'objet, évitons le désordre inutile. Le message était court. Je ne veux pas que les choses s'enveniment. Tu as toujours été raisonnable. J'espère que tu le es toujours. Parlons en privé. Pas de salutations, pas d'excuses, juste ce ton exécutif cassant comme si c'était juste un autre désalignement trimestriel. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un suivi le lendemain. S'il te plaît, ne rends pas ça moche. Nous sommes tous les deux des professionnels. Gérons ça comme des adultes. Je l'ai transféré à mon avocat. Il l'a signalé. Elle est nerveuse. Elle sait que quelque chose arrive. Elle ne sait juste pas quoi. Et elle avait raison. L'équipe de conformité du cabinet l'a contactée à nouveau. Il y a une incohérence entre votre déclaration d'intégration et certaines divulgations de tiers. Nous aurons besoin d'un amendement signé avant que votre statut de partenaire puisse être finalisé. Ce même soir, son Instagram est devenu sombre. Plus de toasts sur les toits, plus de boomerangs de mimosa, plus de selfies souriant dans le hall en marbre du cabinet. Juste le silence. Mais le silence dans son cas n'était pas la paix. C'était la panique parce que ce petit château de cartes confiant dans lequel elle vivait, étayé par des légendes et des posts LinkedIn soignés, commençait à pencher. Et elle ne savait pas d'où venait le vent. Elle pensait que le tribunal serait une formalité. Elle pensait que je resterais assis là tranquillement à absorber le coup, puis à disparaître dans l'insignifiance. Elle n'avait aucune idée que le coup venait de mon côté. Et si vous avez déjà été jeté après avoir construit l'avenir de quelqu'un,
si vous les avez déjà regardés sourire tout en se tenant sur les épaules dont ils ont juré ne plus avoir besoin, vous allez vouloir rester parce que ce qui se passe au tribunal. Elle ne l'a jamais vu venir. Elle est arrivée en blanc. Un tailleur pantalon parfaitement ajusté, des boucles d'oreilles en perles, des talons qui claquaient comme de la ponctuation sur le sol en marbre. Elle marchait comme une femme qui avait déjà gagné. À côté d'elle, son avocat, grand, expérimenté et rayonnant d'une suffisance tranquille, tenait un épais dossier sous un bras. Ils avaient l'air d'arriver pour un lancement de marque, pas pour une audience de divorce. Elle ne m'a pas regardé. J'étais déjà assis à la table du plaignant. Pas de costume, pas de cravate, juste une veste bleu marine et le dossier dans ma main, fin, soigné, scellé dans une simple enveloppe Kraft. J'ai levé les yeux quand elle est entrée. Elle a croisé mon regard une seconde, a cligné des yeux, puis a regardé au-delà de moi comme si j'étais une tache sur une porte vitrée. Monsieur et Madame Wallace, a dit le juge en jetant un coup d'œil au dossier. Je comprends que nous sommes ici pour régler la prestation compensatoire et la division des actifs. Son avocat s'est levé doucement. Oui, votre honneur. Ma cliente demande un programme de compensation raisonnable. Pendant le mariage, elle a fait des sacrifices de carrière, a enduré un stress financier et a contribué à un travail émotionnel qui a permis la flexibilité professionnelle de son partenaire. Nous pensons qu'un barème de pension équitable ainsi qu'une division proportionnelle des biens et actifs partagés reflète cette contribution. Le juge a hoché la tête. Le défendeur est-il prêt à répondre? Je me suis levé. Pas d'objection à ce qu'elle parle en premier, ai-je dit calmement. Mais j'ai un élément pour votre examen, votre honneur. Cela pourrait clarifier quelques points. Son avocat s'est retourné, agacé. Les yeux d'Élise se sont plissés, scannant mes mains comme si je pouvais soudainement produire une grenade. Je me suis avancé, j'ai posé l'enveloppe doucement sur le banc. Ceci contient un grand livre financier chronologique de notre relation de 6 ans. Il comprend les reçus, les relevés bancaires, les retraits de fonds de fiducie et la documentation liée à l'intégration professionnelle de la défenderesse dans son cabinet actuel. Le juge a haussé un sourcil. Retrait de fonds de fiducie? J'ai hoché la tête. Tout sous ma gestion. Elle y puise depuis 2018. Ignorant, je crois, que le fonds était traçable. Il y a aussi une déclaration sur l'honneur signée incluse, faisant partie de son dossier d'acceptation de poste. Elle contient des divergences que je pense que le tribunal trouvera pertinentes. Son avocat s'est raclé la gorge. Votre honneur, je n'ai été informé d'aucun document de ce type lors de la communication des pièces. Correct. J'ai coupé parce que rien de tout cela n'était contesté. Je ne contestais pas jusqu'à maintenant. La salle a changé, pas bruyamment mais perceptiblement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et que l'air froid avait tout changé. Le juge a ouvert l'enveloppe. Première page, la déclaration sur l'honneur. Ses yeux l'ont scanné, ont tourné une fois, 2 fois. Puis il s'est arrêté, l'a relu. Son avocat a bougé à côté d'elle. Élise n'a pas bougé, mais j'ai vu sa main se serrer autour de son stylo. Elle s'est penchée légèrement en avant comme si elle essayait de voir le papier sans avoir l'air de le faire. Le juge a haussé un sourcil, a jeté un coup d'œil en bas du banc, puis a levé les yeux vers moi. Vous avez compilé cela vous-même? Oui, avec un conseil juridique et une comptabilité forensique pour vérifier les montants. Vous trouverez des documents corroborants à l'arrière classés par date de transaction. Il a fredonné doucement, passant à la section suivante. Son avocat s'est penché vers elle et a chuchoté quelque chose. Elle n'a pas répondu. Puis le juge a dit quelque chose qui a fissuré l'atmosphère de la salle d'audience en deux. Madame Wallace, est-il exact que vous avez prétendu être entièrement autofinancée lors de votre intégration professionnelle? Son visage s'est figé au milieu d'une expression. Pas de déni, pas de confusion, juste un pur décrochage. Comme si elle redémarrait derrière ses yeux. Mon client a déclaré, a sauté son avocat, qu'elle a reçu un soutien non matériel de son ancien conjoint à titre privé. Rien de juridiquement contraignant ou formellement déclaré. Le juge a brandi la déclaration sur l'honneur. Ce n'est pas une capacité privée. C'est une documentation sous serment soumise à un employeur réglementé. Et ce dossier, il a tapé sur la pile, suggère un financement important provenant directement des comptes personnels et professionnels du plaignant sur une période de plusieurs années. Silence. Un long et épais silence. Son avocat a ouvert la bouche, l'a fermée.
Le juge a tourné une autre page. Je vois aussi ici des distributions de fonds de fiducie acheminés vers des achats immobiliers, spécifiquement l'unité du centre-ville que la défenderesse occupe actuellement, enregistrée sous son nom, mais l'initiateur du prêt et le co-signataire semblent être. Il a fait une pause. Monsieur Wallace. J'ai hoché la tête une fois. Correct. Je porte la dette. Elle porte le titre. Plus de silence. Élise était immobile maintenant. Elle ne clignait pas des yeux. Ne respirait pas. Elle fixait juste le bas comme si le grain du bois sur le bureau avait commencé à raconter des secrets. Je pense, a dit le juge doucement, que nous aurons besoin d'une pause avant de continuer. Il a fermé le dossier, l'a posé comme s'il était radioactif, et pour la première fois, Élise m'a regardé, pas avec colère, pas avec moquerie, avec quelque chose de plus proche des mathématiques, comme si elle recalculait toute l'équation et réalisait qu'elle s'était ajoutée du mauvais côté. Et l'audience n'avait même pas vraiment commencé. La salle d'audience était silencieuse à l'exception du bruit rythmé des pages qui tournaient, net, méthodique, comme le décompte lent d'un détonateur. Le juge avait cessé de reconnaître les avocats. Ses lunettes étaient aminées, les sourcils froncés alors qu'il passait d'une impression à l'autre. Reçu, confirmation de virement, document notarié, scan de carte d'embarquement qui ne correspondait pas à ses demandes de voyage, même des captures d'écran de ses propres postes sociaux jumelés côte à côte avec sa déclaration sur l'honneur. Élise n'a pas bougé. Elle ne l'avait pas fait depuis la fin de la pause. Elle était retournée à son siège plus lentement qu'elle ne l'avait quitté. Fini la posture impeccable et la confiance à haut indice d'octane. Elle ressemblait à quelqu'un essayant de ne pas vomir à l'église. Son avocat s'est penché vers elle à nouveau, chuchotant frénétiquement. Elle n'a pas répondu. Puis vint le moment où le juge a laissé échapper un seul souffle. Pas un rire, pas tout à fait, mais quelque chose de proche. Puis il a levé les yeux. Madame Wallace, a-t-il dit, la voix sèche et délibérée. Vous avez prétendu dans cette déclaration sous serment, il a soulevé le document comme s'il s'agissait de la pièce à conviction dans un procès pour meurtre, que vous étiez entièrement autofinancé au moment de votre intégration professionnelle. Vous avez attesté par écrit que vous n'aviez aucun lien financier avec le plaignant. Est-ce exact? Élise a ouvert la bouche, l'a fermée. L'avocat a sauté sur l'occasion. Votre honneur, la déclaration fait référence au revenu principal au moment de l'emploi, pas à l'assistance historique. Le juge l'a coupé sans même lever la main. Drôle, a-t-il dit, souriant presque maintenant, parce que selon ce dossier, votre cliente puisait dans le fonds de fiducie de Monsieur Wallace depuis près de 6 ans, non pas comme un cadeau, mais dans le cadre d'un plan de paiement structuré qu'il a établi pour son développement professionnel, ses frais de scolarité, son capital commercial, son logement. En fait, il a tourné une autre page, nous y voilà, 2 retraites à l'étranger différentes répertoriées sous les dépenses de la LLC mais remboursées par Wallace Business Holdings, que votre cliente n'a jamais répertoriées sur ses déclarations financières. Élise a bougé sur sa chaise comme si l'air s'était épaissi autour d'elle. Je crois que la clause de son contrat de travail stipule clairement que toute omission ou fausse déclaration concernant des dépendances financières, en particulier celles présentant des conflits d'intérêts potentiels, pourrait constituer un motif de licenciement immédiat, a poursuivi le juge. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le poids était dans les mots eux-mêmes. Lourd, précis, et pire encore. Il a ajouté, il y a des preuves ici que mademoiselle Wallace a revendiqué un portefeuille d'investissement commercial autofinancé, qui en réalité a été capitalisé par les comptes légalement retenus de Monsieur Wallace. C'est plus qu'une affaire personnelle. C'est une fraude selon les normes de conformité. Son avocat s'est levé, troublé. Votre honneur, si je peux me permettre, cela dépasse largement le cadre d'une audience de divorce. Oh, je suis d'accord, a dit le juge, fermant calmement le dossier, c'est pourquoi je vais renvoyer cela à un examen réglementaire ainsi que signaler le contrat de travail en question. Je soupçonne que son cabinet voudra réévaluer certaines hypothèses. Vous pouviez sentir la température chuter. Les mains d'Élise tremblaient visiblement maintenant. Elle a tendu la main vers son eau, a raté le gobelet au premier essai, puis a abandonné. Son visage était devenu pâle, presque cendré. Aucune quantité de fond de teint ne pouvait couvrir ce qui s'effondrait en dessous. Son avocat s'est assis lentement, ajustant ses manchettes comme s'il pouvait recoudre le moment avec sa posture. Le juge s'est penché en arrière dans son fauteuil et l'a regardé directement. Vous êtes venu ici en revendiquant un fardeau émotionnel, un déséquilibre financier et un droit à compensation, a-t-il dit.
Et pourtant, chaque document ici suggère que votre style de vie, votre trajectoire de carrière, votre logement, votre marque ont été portés par l'homme même que vous prétendiez avoir dépassé. Vous n'avez pas seulement oublié l'échelle que vous avez gravie. Vous avez essayé de la brûler et de poursuivre les cendres en justice. Un halètement doux du dernier rang. Quelqu'un, le partenaire junior peut-être, s'est levé à moitié, puis s'est rassis comme s'il ne voulait plus être vu à côté d'elle. Je n'ai pas souri, je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé. Parce qu'il y a un certain type de silence qui vous dit que tout se met enfin en place. La réalisation que l'empire qu'elle paradait était entièrement financé par l'homme qu'elle prétendait maintenant être insignifiant. Et maintenant, le tribunal le savait. Le juge a fait signe au greffier. Nous procéderons à l'évaluation des actifs et au recouvrement des coûts à la lumière de ces conclusions. Je publierai une déclaration formelle après le déjeuner. La cour est levée pour la pause. Le marteau n'a pas claqué. Il n'en avait pas besoin. Le bruit de sa réputation qui s'effondrait était plus fort. Le juge est revenu de la pause avec un café à la main et le même dossier scellé que j'avais remis des heures plus tôt. Seulement maintenant, cela ressemblait à un verdict portant un trombone. Il s'est assis lentement, a ajusté ses lunettes et n'a même pas jeté un coup d'œil à son avocat avant de parler. Avant de reprendre, a-t-il dit, feuilletant nonchalamment quelques pages supplémentaires. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris les faits. Madame Wallace, vous vous êtes présentée à ce tribunal comme une professionnelle indépendante et autofinancée. Avez revendiqué des difficultés, un déséquilibre, un fardeau émotionnel, déclaré le plaignant, il a fait un geste vers moi, comme un soutien passif. Elle n'a rien dit. Pourtant, ici de votre propre main, a-t-il continué, j'ai signé une déclaration attestant le contraire. Preuve de dépendance à l'égard de ses comptes de fiducie, dépôts hypothécaires avec sa signature, remboursement d'entreprise acheminé via sa LLC. Des documents d'emploi sous serment contredisant chaque déclaration financière que votre conseil vient de soumettre. Il a tourné une page lentement, la savourant. Et vous l'avez appelé trop petit et point. Il y avait un petit rire enfoui dans sa voix maintenant. Pas cruel, juste un amusement fatigué. Le genre réservé aux gens qui pensent jouer aux échecs tout en mangeant accidentellement les pièces. Vous êtes assise dans cette salle d'audience, a-t-il dit, à cause de son parapluie financier. Tout, de votre éducation à votre adresse actuelle, est traçable jusqu'au compte de cet homme. Sans cela, vous ne répondriez pas aux exigences d'emploi de votre cabinet, n'auriez pas été admissible à votre hypothèque actuelle, et sur la base de ces incohérences, vous devez maintenant des impôts fédéraux sur des revenus mal représentés totalisant un peu moins de 84 000 €. Son visage s'est effondré sur lui-même comme un soufflet qui retombe. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Et juste pour que nous soyons tous sur la même page, il a tenu une seule feuille, sa déclaration d'intégration signée. Soumettre de fausses informations financières à un cabinet de conseil conforme à la réglementation. Ce n'est pas une zone grise, Madame Wallace. C'est un motif immédiat d'examen. Comme sur un signal, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Une femme en tailleur gris a marché vivement vers son avocat et lui a remis une enveloppe. Il l'a lue, a cligné des yeux 2 fois, puis l'a passée à Élise sans un mot. Elle l'a dépliée lentement. Ses mains tremblaient. L'entête était incomparable, le logo de son cabinet, noir et argent, net et impitoyable. La première ligne, en raison de documents récemment apparus et de procédures judiciaires relevant du domaine public, votre statut d'emploi actuel est par la présente suspendu dans l'attente d'un examen formel de toutes les divulgations soumises lors de l'intégration. Son job de rêve parti, juste comme ça. Et ça ne s'est pas arrêté là. Du dernier rang, un homme s'est levé, Thibault, le partenaire junior, ayant l'air de venir d'entrer dans un enterrement en maillot de bain. Il l'a fixée comme si elle avait spontanément pris feu, comme si la femme avec qui il avait trinqué le week-end dernier n'existait plus. Attends, a-t-il marmonné. Tu as menti à propos de tout ça. Elle s'est tournée vers lui, la bouche entr'ouverte, les yeux affolés. Je n'ai pas menti. J'ai juste. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quoi? Que ça avait de l'importance? Il a fait un pas en arrière, puis un autre. Comme si la simple proximité pouvait contaminer sa carrière. Son avocat fouillait frénétiquement dans ses papiers maintenant, cherchant une faille, une bouée de sauvetage, mais c'était fini. Le juge avait déjà tourné son attention ailleurs, appelant le point de procédure suivant. Élise n'était plus une personne dans la pièce. Elle était un dossier, un numéro,
un effondrement en mouvement. Et à travers tout ça, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé parce qu'il n'y avait rien à dire. La femme qui disait que j'étais en dessous d'elle regardait maintenant son reflet se briser sur chaque surface professionnelle qu'elle avait polie. Sa réputation évidée, son emploi suspendu, son filet de sécurité romantique s'éloignant les mains levées comme s'il venait d'être témoin d'un crime, et son avocat refermant tranquillement son classeur comme si cela pouvait le protéger des retombées. Dans une salle pleine de silence, une seule chose résonnait plus fort que le marteau du juge. Le bruit d'Élise réalisant, trop tard, que l'homme qu'elle avait effacé avait tout documenté. Pas par vengeance, mais par précision. Et maintenant, le monde qu'elle avait bâti sur lui n'était que cendre. Je me suis levé quand le juge l'a fait, pas dans la précipitation, pas pour le spectacle, juste lent, stable, fini. J'ai fermé mon dossier, maintenant moitié moins épais après la soumission des pièces, j'ai hoché la tête une fois vers le banc et j'ai dit doucement, « Merci, votre honneur ». Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'avait pas besoin de s'élever. Elle avait déjà fait son travail. Je me suis tourné vers la sortie, l'air froid du couloir commençant à entrer alors que les portes de la salle d'audience étaient ouvertes par un huissier qui avait cessé de la regarder dans les yeux 20 minutes plus tôt. Et puis elle a craqué. « Attends, s'il te plaît. On peut parler ?» C'est sorti d'elle comme une toux, imprévue et désespérée. Je me suis arrêté, non pas parce que je me souciais de ce qu'elle avait à dire, mais parce que je voulais marquer le moment. La seconde exacte où elle a réalisé que son histoire ne se terminait pas sur un toit-terrasse avec du champagne et des hashtags. Elle se terminait ici, dans une salle d'audience à moitié vide où personne n'applaudissait et où chaque mot qu'elle prononçait faisait désormais partie d'une transcription publique. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste regardé suffisamment de côté pour voir sa silhouette, pas ses yeux. « Tu avais raison, ai-je dit, la voix plate. Nous n'étions pas égaux. » Elle n'a pas parlé. Pas encore. Peut-être pensait-elle que je concédais quelque chose. Ce n'était pas le cas. Je construisais un avenir, ai-je dit. Toi, tu le dépensais. Puis j'ai marché. Pas de grande sortie. Pas de dernier regard. Juste des pas résonnants sur un sol sur lequel elle glissait autrefois en talons et où elle avait maintenant à peine la force de se tenir debout. Derrière moi, le bruit de son avocat rangeant tranquillement ses affaires. Plus de chuchotement maintenant, plus de stratégie, plus de réfutation. Juste le bruit d'un homme calculant ses heures facturables sur une affaire devenue radioactive. Elle n'a pas suivi, elle ne pouvait pas. Son travail était suspendu. Ses comptes étaient signalés. L'appartement dont elle se vantait en ligne était en cours d'examen. Les actifs avec lesquels elle pensait partir étaient gelés jusqu'à nouvel ordre. Elle n'était plus une stratège. Elle était un passif avec un bon éclairage. Et alors que je franchissais le seuil de la salle d'audience, je me suis retourné une seule fois, non pas pour elle, mais pour le juge. Il était toujours assis, refermant le dossier avec la trace la plus infime d'un sourire en coin sur son visage. Pas de cruauté, pas de moquerie, juste ce sourire rare que les gens font quand ils voient la justice prendre une forme qu'ils n'attendaient pas, mais qui a été méritée. Il a croisé mon regard, a hoché la tête une fois, et c'était tout. Il y a un silence qui s'installe après la tempête. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la joie. C'est juste de la clarté. Elle a obtenu tout ce qu'elle poursuivait, jusqu'à ce que les petits caractères la rattrapent.